Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Un homme a donc ouvert le feu hier après-midi devant la mosquée de Bayonne, blessant gravement 2 personnes. Acte odieux, a condamné hier soir Emmanuel Macron. Ce sont des mots que vous partagez. Oui, évidemment, et je condamne très fermement cet acte. J'ai une pensée pour les 2 personnes qui sont encore blessées à l'heure où nous nous parlons. Et puis, plus globalement, j'ai aussi une pensée à cette occasion pour tous nos compatriotes de confession musulmane qui sont meurtris par une telle attaque, comme ils le sont d'ailleurs quand certains crimes se pratiquent en étant revendiqués prétendument de leur religion. Voilà, je pense que l'ambiance qu'il y a dans le pays depuis quelques semaines est suffocante et que quelque part elle a concouru à ce que les faits commis hier aient lieu. C'est-à-dire sans faire de lien de cause à effet direct. Il y a bien une ambiance, si vous voulez, qui nous donne l'impression désagréable que peut-être c'était inévitable. Qu'en tout cas, ce genre de fait peut être encouragé par un climat qui s'y prêterait. Je crois que le signal qui est envoyé, c'est celui maintenant de l'apaisement. Moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, et face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est l'unité du peuple français. Voilà. Et je crois que cette unité, elle a été mise à mal ces dernières semaines par des discours qui ont finalement accentué la confusion, où on est passé, souvenez-vous-en, d'un débat sur l'immigration au lien très rapidement fait avec la religion et sa critique légitime elle-même confondue avec le communautarisme, qui est en cause, lui-même confondu avec la radicalisation ou le terrorisme, alors que tout ça sont des sujets qu'il faut traiter avec raison. Et je suis particulièrement inquiet, et j'adresse donc un message à tous nos compatriotes de confession musulmane pour leur dire: la République est à vos côtés, et la République, c'est vous aussi. Et ceux qui se parent derrière la République ou la laïcité pour justifier qu'on stigmatise telle ou telle religion, finalement, je le dis à votre micro, qui pensez-vous font du mal aussi à la République. À qui écoutez, pensez-vous? Quand on a vu par exemple cet élu du Front National, monsieur Odoul, qui a humilié, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, cette mère de famille qui accompagnait les enfants au conseil régional, quand on a régulièrement des appels, y compris dans les médias, qui peuvent être relayés, je pense au discours abject d'Éric Zemmour, qui appelle les jeunes Français à se battre, on a entendu, pour leur libération, contre l'islamisation de la société. Bon, tout ça, ce sont finalement des provocations, en quelque sorte, qui contribuent à un climat absolument délétère, qui en plus ne permet pas de traiter les sujets avec raison. Voilà. Et donc, voilà sur quoi on aboutit avec cet acte odieux, cet attentat, puisqu'il s'agit d'un acte criminel qui a été commis hier à Bayonne. Et je forme maintenant le vœu d'un apaisement. Nous avons besoin de nous retrouver, de nous serrer les coudes, et nous avons des défis à relever qui nécessitent que les Français soient unis dans la période, et j'espère que le climat va changer rapidement. Et bien évidemment, il était temps que le président de la République ait ces mots d'apaisement, parce qu'en quelque sorte, s'agissant du gouvernement, on a parfois cette impression de pompiers pyromanes, qui ont aussi soufflé sur les braises en prétendant qu'il y aurait tel ou tel problème avec la religion, et finalement en confondant tout. Alors, le Rassemblement national a condamné l'acte de l'ancien adhérent du Front National. Écoutez, pas adhérent, pardon, candidat du Front National. Adhérent. Pardon, j'avais pas l'information. Candidat, j'en étais resté là. Du Front National. Écoutez Nicolas Bay, il était sur l'antenne de France Info hier. C'est évidemment condamnable. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce genre de méthode, ce genre de violence. C'est une personne qui était dans nos rangs, mais qui manifestement n'avait pas du tout les mêmes idées que nous. Quand, il y a quelques années, un adhérent des Verts a décimé la moitié du conseil municipal de Nanterre, il est venu à l'esprit de personne de dire que c'était le parti Europe Écologie Les Verts qui était responsable. Mais l'extrême droite a quand même une part de responsabilité, selon vous, dans le drame d'hier? Je serais très politicien si je disais qu'il y avait une responsabilité directe, puisqu'il n'était plus membre du parti. Mais enfin, comment ne pas voir que dans la manière dont met en mots finalement le Rassemblement national la question des religions et en particulier la question de l'islam, comment ne pas voir aussi que le Rassemblement national contribue très largement à ce climat suffocant que j'ai évoqué. Vous savez, le Rassemblement national, qui apparaît parfois comme étant un recours en quelque sorte, est celui qui attise la haine dans notre pays et qui en réalité ne fait pas de propositions pour relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a plein de sujets sociaux sur la table. Alors on entend Marine Le Pen parler des colères, mais quelles propositions concrètes fait-elle pour régler cette souffrance dans le pays? Est-ce que vous voyez Marine Le Pen faire des propositions alternatives, chiffrées, financées, pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés? Non, absolument pas. Adrien Quatennens, d'un mot, vous mettez en cause l'agenda gouvernemental, mais est-ce que néanmoins, Emmanuel Macron a raison, par exemple, quand il veut lutter contre le communautarisme, quand il réunit les membres du Conseil français du culte musulman hier, les appelant à lever les ambiguïtés? Alors d'abord, il ne faut pas tout confondre.
s'agissant effectivement de la religion, de sa critique, du communautarisme, du terrorisme. Ce sont des sujets différents. Or, on a eu l'impression pendant ces 15 jours que finalement tout était lié et qu'il y avait presque un lien de cause à effet extrêmement direct et ténu entre ces différents sujets. Alors, s'agissant du communautarisme, j'ai entendu l'interview donnée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a défini le communautarisme comme étant la volonté de ne plus faire partie de la République. Voilà comment il a défini son interview. Alors moi, je pense qu'il commet une erreur de diagnostic, puisque pour que la République soit partout sur le territoire, il faut qu'elle cesse d'être abstraite dans beaucoup d'endroits de ce pays. Moi, je vais vous le dire, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits, notamment des quartiers de France, où la République n'existe plus, parce qu'elle a reculé, parce qu'il n'y a plus de services publics, parce que des associations ont été fermées. Donc avant de dire que le communautarisme, et en effet, c'est comme ça qu'on peut le déterminer, la volonté d'une forme de séparatisme, constater quel est le terreau favorable à ce communautarisme, s'il en est un. Et pour moi, c'est le fait que la République, pour beaucoup, est finalement une abstraction. C'est-à-dire, on voit liberté, égalité, fraternité inscrit comme une belle lettre d'intention sur les frontons des mairies. Mais à votre avis, est-ce que l'on vérifie liberté, égalité, fraternité, qui est un projet politique auquel moi, j'adhère à 300% sur tout le territoire de la République? Non, ce n'est pas le cas. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être ça, d'interroger la place des associations, de l'éducation, des services publics déjà en amont. Et puis après, il y a tout le reste qu'on peut faire, et notamment, c'est vrai, s'agissant de certaines mosquées, où il faut pouvoir interroger, y compris des financements étrangers, dissoudre des associations, c'est vrai. Mais arrêtons de considérer qu'il n'y a pas une part de responsabilité aussi dans le fait que la République est quelque part reculée de certains territoires. Il n'y a pas de République sans service public. Or, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où les services publics ont disparu. Vous devez faire énormément de kilomètres pour trouver le moindre service public qui est utile à la société. On va évoquer dans quelques instants, Adrien Quatennens, le conflit social en cours à la SNCF, la réforme des retraites. On viendra aussi d'un mot sur cette question du voile, puisque devait avoir lieu aujourd'hui au Sénat un débat sur le port du voile lors des sorties scolaires, et qu'une sénatrice ex-socialiste demande à ce que ce débat n'ait pas lieu. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, puisqu'il est 9h-20, un rappel de l'actualité avec Soisigbourg. En garde à vue pour tentative d'assassinat, Claude Cinquet reconnaît être l'auteur des tirs devant la mosquée de Bayonne. L'octogénaire, ancien candidat Front National aux élections départementales, a blessé 2 fidèles. C'était une personne agressive qui passait son temps à menacer les gens. C'est ce qu'affirme le député La République En Marche des Landes, Lionel Causse, sur France Info. 2 fillettes de 4 et 6 ans poignardées à leur domicile de Courcelles-les-Lances dans le Pas-de-Calais. Hier, leur mère interpellée et placée en garde à vue peu après avoir quitté la maison avec son fils d'1 an. 65 propositions pour le Grenelle des violences conjugales, avec notamment des peines alourdies pour ceux qui poussent à des suicides forcés. L'an dernier, 217 femmes se sont donné la mort dans ces circonstances. Et puis un rassemblement devant le siège de la SNCF à Saint-Denis. Aujourd'hui, les grévistes du Technicentre de Châtillon appellent à se rassembler. Ils réclament le paiement des jours de grève et une prime de reprise du travail. Sur les rails, ce sera encore compliqué. Aujourd'hui, 1/3 des trains en circulation sur la façade atlantique. Aucun TGV entre Paris et Brest. France Info. Et tout est plus clair. Le député et coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. La droite au Sénat, les Républicains au Sénat, avaient prévu aujourd'hui de déposer une proposition de loi pour faire interdire le voile aux mères qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire. La sénatrice des Bouches-du-Rhône, ex-socialiste, Samia Ghali, demande à la droite de retirer son texte aujourd'hui en mesure d'apaisement. Je vous propose de l'écouter et de réagir juste après. Cette proposition de loi, elle était déjà, de mon point de vue, dangereuse, haineuse, d'une certaine façon. Elle est stigmatisante. Et je le dis, les musulmans aujourd'hui de France en ont ras-le-bol. Les musulmans de France sont blessés dans leur chair. Et je le dis, avec ce qui s'est passé hier, ils sont encore d'autant plus blessés. Alors si on peut arrêter la blessure, arrêter d'appuyer sur les blessures, je pense que ça serait bien. Halte au feu, vous dites ça vous aussi? Je suis assez d'accord avec ça, cette proposition de loi. Vous savez, moi, j'ai pas de difficulté avec le fait qu'on ait un débat sur les signes religieux en général. Mais cette proposition de loi, en réalité, elle parle pas des signes religieux en général, elle cible une religion en particulier, l'islam, avec cette question des accompagnantes en sortie scolaire, s'agissant du voile. Moi, je crois qu'en responsable politique, sur cette question particulière des accompagnantes en sortie scolaire, il faut s'en tenir à la loi. C'est-à-dire que dans l'absolu, si vous ne voulez pas que telle ou telle appartenance ou telle confession s'exprime lors des sorties scolaires, à travers des signes religieux, quels qu'ils soient d'ailleurs, pourquoi on parlerait que du voile? Eh bien, il y a une solution pour ça, c'est de recruter des fonctionnaires qui accompagneraient les sorties scolaires, qui eux sont soumis, puisqu'ils personnifient le service public, à la neutralité qu'on exige de la part des fonctionnaires. En attendant, si ce n'est pas le cas, qu'on fiche la paix aux gens. Parce que quand vous avez de braves gens qui accompagnent les gamins parce que c'est nécessaire en sortie scolaire, qu'est-ce que vous allez faire? La police du vêtement à l'extérieur? Moi, je trouve que ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable. Et encore une fois, parce que c'est un principe d'exception réservé à une seule religion,
l'immigration, c'est ce que prétend faire cette proposition de loi, on n'est pas dans le domaine de la laïcité. Moi, je voudrais juste terminer là-dessus, rappeler ce qu'est la laïcité, parce qu'il y a une confusion générale dans notre pays. La laïcité, en quelque sorte, c'est un contrat politique qui vise à mettre à distance la religion de la vie politique, et ça, sur ce principe, il faut qu'on soit intransigeant, pour que les vérités révélées, par définition l'existence de Dieu, ne peut pas être confrontée par simplement l'argumentaire rationnel, soient mis à distance de notre délibération. Mais la laïcité, c'est justement ce qui nous permet, par-delà nos différences, de vivre ensemble. C'est pas le prétexte pour stigmatiser tel ou tel, ou nous diviser. La laïcité en France, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des citoyens qui ne veulent pas être triés selon leur appartenance à telle ou telle communauté supposée. C'est l'affaire des croyants qui ne veulent pas que l'État se mêle de leur foi personnelle. C'est l'affaire des non-croyants qui ne veulent pas autre chose que revendiquer ce droit de ne pas croire. C'est l'affaire des républicains qui veulent, comme je disais à l'instant, que la loi soit discutée en étant libérée des vérités révélées du dogme religieux. Et puis enfin, c'est l'affaire de tous les partisans de la paix qui s'opposent à la fois au choc des civilisations tel que le théorise M. Zemmour et en même temps au fondamentalisme religieux qui prétend imposer ses règles à la vie politique. Voilà ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire qu'il faut réhabiliter ce qu'elle est auprès de tous nos compatriotes français. C'est l'organisation de ce que nous avons en commun. Voilà. On a bien compris. D'un mot encore, le Premier ministre doit annoncer d'ici quelques jours de nouvelles mesures pour réguler l'immigration. Selon les infos de France Info, le gouvernement songe à nommer un monsieur immigration, haut commissaire ou secrétaire d'État. C'est un projet c'est un bon projet ? Écoutez, monsieur, madame, des quotas, moi je pense que le débat sur l'immigration, d'abord, il n'y a pas de lien direct avec le sujet qu'on vient d'évoquer, je veux le redire, clair. Mais le sujet de l'immigration en France, il est toujours pris par un seul bout. C'est-à-dire, en gros, c'est les tableurs Excel, on a l'impression qu'ils font la loi, et les chiffres et les flux. En réalité, de quoi parle-t-on ? Quand il y a des personnes qui vont jusqu'à traverser la mer Méditerranée, où ce sont des dizaines de milliers de morts depuis quelques années, qui arrivent à nos portes, se pose la question d'un accueil digne et humain, d'abord. Et donc d'un accueil organisé à l'échelle européenne, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. Quand vous avez par exemple les absurdes règles de Dublin, qui font que le pays qui est le point d'entrée, puisque sa zone géographique le permet par définition, qui doit avoir finalement tout l'effort à gérer tout seul, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est une organisation anarchique. Donc il faut organiser un accueil humain. Nous avons un devoir d'humanité à l'échelle européenne. Mais ensuite, vous avez remarqué, il y a un angle mort tout le temps quand on parle d'immigration. Et sur à peu près tous les bancs à l'Assemblée nationale, lorsque nous avons eu le débat il y a quelques semaines, c'est que on a l'impression finalement que les mouvements de population, qui c'est vrai sont vieux comme l'histoire de l'humanité, seraient en quelque sorte une fatalité. Voilà, c'est un peu comme la pluie qui tombe du ciel, on ne sait pas bien pourquoi. Mais se rappeler une chose, c'est que l'immigration, pour celles et ceux qui se déplacent, c'est souvent une souffrance. C'est s'arracher au sien, s'arracher à sa terre, souvent parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et moi, j'attire votre attention sur le fait que on ne parle pas assez des causes des mouvements de population et de notre responsabilité dans ces causes. Vous avez des conflits dans lesquels nous aurions notre mot à dire si nous retrouvions une forme d'indépendance. Vous avez des accords commerciaux inégaux. Et enfin, si on veut vraiment parler de manière rationnelle des mouvements de population, on doit dire que si on n'endigue pas le changement climatique, à l'heure où la France est montrée du doigt parce qu'elle ne respecte pas ses propres engagements, voilà ce que fait Emmanuel Macron, eh bien, juste une trajectoire de 2 degrés de hausse du climat, notez que c'est 290 millions de personnes, pas les 67 millions d'aujourd'hui, 290 millions de personnes qui non pas vont choisir de quitter leur pays, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Voilà, je pense, un débat qui mérite que l'on le traite sous tous ses aspects et avec un peu plus de rationalité que la manière dont les débats sont posés dans l'actualité et qui concourt, je l'ai dit, à une ambiance qui ne permet pas de traiter les problèmes avec raison et qui ne permet pas de faire France de tout bois pour relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Je pense qu'il y a plus intelligent à faire dans la période que ces débats sous l'angle uniquement polémique. Adrien Quatennens, la grève à la SNCF, à présent, elle se poursuit ce matin, paralysant une partie du trafic sur l'arc atlantique. Ça concerne notamment les TGV. Elle est justifiée, elle est légitime pour vous, cette grève ? Oui, alors en disant que cette grève est légitime, je dis aussi que j'ai bien conscience que pour ceux qui la subissent, mais comme pour ceux qui la font en quelque sorte, la grève n'est jamais facile, c'est clair. Mais moi je vois une chose dans la période, notamment s'agissant du fameux dossier des retraites dont il est beaucoup question. Je rappelle qu'il est question d'un projet de la direction d'un centre technique situé à Châtillon. Pas uniquement. Il y a le cas du centre de maintenance. Je vais tenter d'expliquer. Projet de la direction sur une réorganisation du temps de travail, en l'occurrence la suppression de 12 jours de congé. Projet qui a été retiré par la direction. Aujourd'hui, le conflit porte sur le paiement des jours de grève. Oui, mais vous savez, vous avez partout à travers le monde, et y compris dans de fortes mobilisations qui sont sans commune mesure, que l'on voit parfois un événement fortuit qui fait que la mobilisation
se déclenche et puis qui après découle sur d'autres revendications. On en a fait l'expérience récemment avec la mobilisation des Gilets jaunes. Donc il y a d'abord effectivement la grève particulière de ce centre de maintenance, mais vous savez aussi que s'agissant des cheminots, il y a la question des réformes des retraites et de tous ces dossiers sociaux du conflit en cours. Non, mais regardez les revendications syndicales dans les tracts syndicaux. Il y a bien évidemment le cas particulier de ce centre de maintenance, mais il y a aussi la réforme des retraites, des régimes spéciaux et tout le reste. Donc moi, je veux dire une chose aussi, c'est que on a tendance à analyser actuellement tous les conflits sociaux qu'il y a dans le pays sous un prisme très sectoriel. Voilà, tout est séparé. En réalité, je vous le dis très franchement, celui qui subit la grève comme celui qui l'a fait ont un intérêt commun, notamment face à la réforme des retraites. Parce que quels que soient vos particularismes, votre appartenance ou pas aux régimes spéciaux, dont à mon avis on parle trop, puisqu'en réalité les régimes spéciaux ça représente, je crois, 3% de la population active de ce pays. Or, on parle uniquement que de ça pour parler de la réforme des retraites. Il y a un intérêt commun à ce que cette réforme n'ait pas lieu, parce qu'elle ne fera que des perdants, et à ce que nous puissions avancer d'autres propositions. Ça veut dire que vous, les cheminots, sont en quelque sorte les fers de lance de la contestation qui doit monter dans le pays contre la réforme. Écoutez, en tout cas, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que, si possible, les mobilisations qui jusqu'alors sont plutôt sectorielles convergent, puisque j'estime que, s'agissant des services publics, de la SNCF, de la RATP, s'agissant des hôpitaux, il y a un socle commun de revendications. Je parlais tout à l'heure, je disais, il n'y a pas de république sans services publics. Eh bien, je crois aujourd'hui que les services publics sont largement mis à mal et que ça concerne autant celles et ceux qui l'incarnent que leurs usagers. Mais voilà en même pourquoi temps, je crois qu'il y a un intérêt commun. Cette grève, effectivement, part de 200 agents de maintenance. C'est une grève sans préavis, donc tous les moyens sont bons pour préserver le régime social. Vous avez raison de dire qu'au départ c'est une grève sans préavis, mais depuis vous avez vu que les syndicats ont accompagné ce mouvement et donc posé les préavis en bon ordre. En tout cas, ça montre aussi quelque chose, c'est un enseignement du point de vue de la manière dont les mobilisations se trament dans notre pays. Vous savez, les Gilets jaunes n'ont pas attendu qu'une organisation donne un coup de sifflet pour se mobiliser, et là de la même manière, et de plus en plus dans beaucoup de secteurs, vous avez comme ça des salariés qui décident de passer à la mobilisation parce qu'ils n'en peuvent plus, et souvent c'est vrai sans forcément respecter les règles d'usage, et donc ensuite les syndicats viennent derrière pour faire un travail d'accompagnement qui est salutaire. Mais donc on voit bien aussi que ça dit quelque chose du moment. Il y a une exaspération réelle qui fait que parfois on outrepasse même les formes traditionnelles de mobilisation. Ça dit quelque chose aussi du moment politique que nous sommes en train de vivre, mais j'espère qu'on aura le temps d'en parler après. S'agissant de la réforme des retraites, tout le monde a intérêt à ce que cette réforme échoue, et je me contente pas de dire ça. Il y a des propositions à formuler pour les retraites. Moi je pense que plutôt que d'avoir pour objectif de ne pas allouer davantage de ressources au financement des retraites, ce qui est finalement le seul objectif de monsieur Macron, on doit pouvoir se dire, mais finalement, que voulons-nous pour nos vieux jours ? Bien, moi, je souhaiterais que les gens puissent partir à un âge décent, c'est-à-dire où on n'est pas cassé par le travail en mauvaise santé et avec une pension digne. Et je crois que la réforme que prépare Emmanuel Macron ne le permet pas. Vous restez avec nous, Adrien Caténas. On s'interrompt quelques instants, 9h-10. Soisigbourg pour l'essentiel de l'info. Au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne, le recteur de la mosquée de Lyon s'exprime sur France Info. Il demande à Emmanuel Macron de prendre la communauté musulmane sous sa protection. 2 personnes ont été gravement blessées. Claude Cinquet, l'octogénaire arrêté hier, reconnaît les faits. France Info vous le révèle ce matin. L'Élysée et Matignon réfléchissent à installer un monsieur immigration au gouvernement, comme le monsieur retraite Jean-Paul Delevoye, un secrétaire d'État ou un haut commissaire chargé de porter le sujet. Supprimer le concours d'entrée à l'école d'aide-soignant, développer la prévention, renégocier les conventions collectives pour revoir les salaires. Myriam El Khomri remet un rapport à Agnès Buzyn ce matin pour renforcer l'attractivité des métiers aux personnes âgées. Un plan estimé à 825 millions d'euros par an. Déforestation made in France. La raffinerie Total de la Med bloquée par des militants Greenpeace. Ils protestent contre la production et l'utilisation d'huile de palme. Et puis la bataille de Boris Johnson pour obtenir un scrutin anticipé se poursuit après le rejet des députés hier. Ils doivent à nouveau voter aujourd'hui. L'Union européenne, de son côté, a accepté un report du Brexit au 31 janvier 2020. France Info. Et tout est plus clair. Adrien Caténas, Emmanuel Macron a dit hier que la réforme des retraites pourrait finalement s'appliquer uniquement aux futurs entrants sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'elle produirait ses effets dans 40 ou 50 ans. C'est une reculade ou c'est un geste d'ouverture ? C'est une astuce en quelque sorte, puisqu'Emmanuel Macron fait un pari. Il se dit que peut-être la génération la plus syndiquée, la plus mobilisée,
c'est peut-être jusqu'à telle ou telle génération. Et donc il se dit que s'il outrepasse cette génération et que ça concerne uniquement les nouveaux entrants, peut-être il aura la chance de pouvoir faire sa réforme sans mobilisation. Vous voulez dire que la jeune génération est moins prête à défiler et à se battre pour sauver sa retraite? Moi, je ne suis pas sûr avec ça, parce que moi, je crois au contraire que la solidarité entre générations elle est très forte dans notre pays et que plus que le calendrier, c'est bien l'intention qui est en cause. Mais j'essaye de décrypter finalement ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron. À mon avis, c'est un calcul assez peu habile de sa part, qui consiste à dire voilà, si finalement ceux qui contestent sont enjambés, ben peut-être. Mais c'est juste une astuce. Différer l'application d'une réforme de 40 ans, c'est juste une astuce. Bah, en tout cas, c'est surtout pour lui le fait de pouvoir essayer d'éviter la contestation. Mais le plus important, Jean-Jérôme Bertolus, c'est de regarder finalement l'intention réelle d'Emmanuel Macron. Parce que systématiquement, quand on entend M. Delevoye, M. Philippe ou même M. Macron nous parler de la réforme des retraites, on a l'impression d'être dans le meilleur des mondes, où ça va être plus juste, etc., ça va être équitable. Non, l'intention réelle du gouvernement, quelle est-elle? Emmanuel Macron l'a dit, c'est de faire en sorte que la part du PIB consacrée au financement des retraites soit gelée à 14%. Monsieur Delevoye a dit c'est un plafond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que, et c'est ce qui fait que ça a fonctionné jusqu'à présent, à chaque fois que la part de la population, la part des seniors dans la population de ce pays augmentait, on augmentait la part du PIB consacrée au financement des retraites pour maintenir un niveau de retraite digne qui fait d'ailleurs que, malgré toutes les difficultés, le taux de pauvreté en France des seniors a plutôt été maintenu comparativement à nos voisins européens. Là, il y a un point de rupture. C'est qu'alors qu'on sait qu'en termes démographiques, il va y avoir toujours plus de seniors, on a la courbe qui est toujours ascendante, Emmanuel Macron dit, s'agissant de la part du PIB, on va geler à 14%. Donc après, si vous voulez, le système par points qui occupe beaucoup de vos papiers et de vos commentaires, en fait, il est juste l'outil, en quelque sorte presque l'algorithme qui va permettre cet équilibre, qui consiste à faire en sorte que un même gâteau, qui ne sera pas plus gros, soit partagé par toujours plus de monde. Par conséquent, pas besoin des grands discours de 3 heures à Rodez d'Emmanuel Macron pour comprendre que mécaniquement, ce que cela produit, c'est que pour avoir le même niveau de pension, il faudra soit travailler beaucoup plus longtemps, et le rapport de Delevoye montre que finalement, de génération après génération, ça se décale en fait dans le temps. Ce qui est exclu pour vous de travailler plus longtemps, même si la durée de vie, l'espérance de vie s'allonge, même si nos voisins allemands sont en train de débattre depuis quelques jours d'un report éventuel à 69 ans. J'ai lu ça. Bon, d'abord, première chose, dire l'intention réelle du gouvernement, c'est pas plus de ressources. Maintenant, vous posez la question du temps de travail. J'ai envie de vous dire d'abord, quand on nous dit on vit plus longtemps, donc il faudra travailler plus longtemps, moi je dis toujours, c'est notamment parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. L'espérance de vie dans ce pays, elle a augmenté à mesure que le temps de travail, dans la vie, dans la semaine, dans l'année, a diminué. Pourtant, on a déjà repoussé l'âge légal de départ à la retraite, y compris dans la dernière réforme Fillon. D'abord, est-ce que ça marche travailler plus longtemps aujourd'hui? Non, ça ne marche pas. Pourquoi? À l'âge de partir en retraite, à l'heure où nous nous parlons, vous avez à peu près un actif sur 2 qui n'est déjà plus en emploi. Vous avez dans ce pays 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ont leurs années de cotisation qui sont au chômage. Et à l'autre extrémité de la vie active, vous avez des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Donc s'agissant y compris de la question du chômage, travailler plus longtemps, ça ne fonctionne pas et ça n'est pas la bonne solution. C'est exclu pour vous, pour toutes les professions. Oui, aucune profession. Mais parce que, vous voyez, moi je vais vous dire, et je vais même vous dire comment on finance, faire quelques propositions. Moi, contrairement à Emmanuel Macron, dont l'objectif politique, je vous le redis à ce micro, est de dire je ne veux pas consacrer plus de ressources au financement des retraites, c'est son objectif. Moi, je considère que ça n'est pas un objectif politique. Et donc, moi, j'ai un objectif politique avec mes amis de la France Insoumise, qui est de dire, et je pense que c'est plus enthousiasmant que de dire on donne pas plus de ressources, qui est de dire on doit permettre aux gens de partir à la retraite à un âge décent. Nous, on estime 60 ans. Il faut permettre de partir à 60 ans parce que vous avez parlé de l'espérance de vie. Mais si on parle de l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle est à 63 ans. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron, avec ce report finalement effectif de l'âge de départ par effet mécanique, va proposer aux Français de partir en retraite à l'âge où statistiquement les premiers pépins de santé arrivent. Ça n'est pas tolérable. La retraite est un autre âge de la vie et on va pouvoir vivre bien en retraite aussi. Et avec une pension digne, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que quand vous partez en retraite, eh bien votre niveau de vie ne doit pas décrocher. Comment on peut financer ça? Emmanuel Macron est en manque d'inspiration. Je formule quelques propositions. Il y a des propositions à court terme. Si vous augmentez les salaires, au-delà du fait de relancer la consommation populaire et de la tourner vers, par exemple, considérant la question écologique, de meilleure consommation. Augmenter les salaires, par exemple, de 1%, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus. Si vous créez de l'activité et de l'emploi par des grands plans comme la transition écologique, eh bien, vous pouvez aussi, 100 000 emplois, c'est plus d'1 milliard de cotisations. Que vous financez sur le déficit? Non, avec des cotisations en plus. De la même manière,
patronale. De la même manière, non, je veux dire, le fait d'augmenter les salaires mécaniquement produit que les caisses en termes de cotisation sont plus importantes. Pas patronale, si vous mettez fin, puisque les bas salaires sont là, je vous parle même sans sans toucher les taux de cotisation à cette heure. Je vous parle là pour le court terme. Pareil, l'inégalité persistante entre le salaire des femmes et des hommes. L'augmentation des salaires, simplement d'un mot. Par un décret, ça s'appelle le SMIC, par exemple, qui permet d'augmenter le SMIC et qui fait qu'après il y a un effet de diffusion en quelques temps à l'économie. Ou alors il y a des salaires. Vous auriez raison de me dire que ça sont des solutions à court terme, parce que si vous augmentez les salaires, les pensions que vous versez demain sont aussi plus importantes. Donc après, il y a d'autres choses qu'il faut pouvoir penser. Par exemple, pourquoi pas mettre à contribution les revenus financiers des entreprises. Enfin, les Français le savent, qu'on est le pays record du monde des dividendes versés aux actionnaires et qu'un salarié français travaille quelques 45 jours par an pour les rémunérer. Et enfin, dernière proposition, j'ai pas peur de le dire, il faut réhabiliter la cotisation comme ce qu'elle est. Quand Emmanuel Macron dit aux Français « je baisse vos cotisations, j'augmente votre pouvoir d'achat », c'est faux. Et on le verra tout à l'heure en votant le budget de la sécurité sociale. Baisser les cotisations, ça veut dire affaiblir les caisses de la Sécu, ça veut dire la santé, ça veut dire tout le reste. On peut augmenter les salaires à long terme et augmenter le niveau de cotisation. La cotisation, c'est une part du salaire. Merci à vous, Adrien Quatennens. Non, Jean-Jérôme Berthelus, vous n'avez pas le temps de poser une autre question. On parlera des municipales notamment une autre fois. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été ce matin avec nous sur France Info, radio et télé réunis comme chaque matin pour ce rendez-vous.